Objectif Élysée, vous êtes sur LCI, les candidats à la présidentielle qui viennent exposer leur choix, leur programme sur LCI. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes le candidat de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Je voudrais d'abord, si vous le voulez bien, qu'on regarde votre affiche de campagne, placardée donc depuis lundi un peu partout en France. Un choix historique, voilà ce qu'on peut lire. Pourquoi ces mots historiques, après tout, on aurait pu dire ça, de l'élection de Marine Le Pen si elle a lieu, de celle de Jean-Luc Mélenchon ou encore d'Emmanuel Macron? Non, parce que moi je suis le seul à proposer ce que viennent de décider les Britanniques, c'est-à-dire justement un choix historique, la sortie de l'Union européenne. C'est vraiment un choix historique alors que Mme Le Pen, M. Mélenchon ne proposent que de renégocier les traités. Moi je dis aux Français qu'il y a une vie après la construction européenne. Il ne s'agit pas de se refermer sur le monde, il s'agit de se rouvrir sur l'ensemble de la planète. La France est un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. En reprenant notre souveraineté, notre indépendance nationale, on rendra aux Français leur démocratie, mais il ne s'agit pas de se couper de nos voisins. Au contraire, on continuera à avoir d'extraordinaires relations avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni. Il sera bien sorti de l'Union européenne, on sera plusieurs. Il y aura le Royaume-Uni, la Suisse qui n'y est pas, l'Islande, la Norvège. Et puis vous savez, l'ensemble en fait, de la construction européenne est en train de s'effondrer. C'est pas moi qui le dis. C'est le grand cabinet d'intelligence économique américain Stratford qui a dit en début d'année que de toute façon, l'Union européenne allait s'effondrer. Donc il vaut mieux dans ces conditions voir les choses à l'avance, ce qui est une qualité qu'on m'a toujours reconnue professionnellement. J'avais été nommé délégué à l'intelligence économique pour cela. Il vaut mieux prévoir les choses et prendre ses dispositions avant qu'il ne soit trop tard. On va revenir dans un instant, bien sûr, en détail sur votre programme et sur ce fameux Frexit. Avant, je voulais avoir un peu votre impression sur cette campagne. Les sondages vous créditent de 0,5% d'intention de vote. Pour vous, c'est très largement sous-estimé. Ben oui, c'est impossible même. On a fait près de 1% des suffrages il y a 2 ans pour les élections régionales, alors que nous n'avions que 6 000 adhérents. Maintenant, on en a plus de 24 000, et alors que je n'avais aucune notoriété nationale. Donc là, je pense que je vais Vous tablez sur combien? J'en sais rien. En tout cas, vous savez que les bookmakers britanniques, qui jouent de l'argent, eh bien maintenant m'ont placé en 5e position devant Benoît Hamon. Ça vous a fait sourire, ça? Oui, ça m'a fait sourire. Ça montre en tout cas que les sondages ne valent que ce qu'ils valent, c'est-à-dire pas grand-chose. Et si vous allez sur Internet, eh bien vous avez des sondages en ligne qui me donnent des scores tout à fait spectaculaires. Alors, qui ne sont pas des sondages puisque c'est pas un panel représentatif. Oui, mais il y a des milliers et des milliers de personnes et on ne peut voter qu'une seule fois. Donc c'est quand même représentatif d'une tendance. Et regardez, les sondages se sont complètement trompés sur le Brexit, sur Trump, sur la primaire des Républicains, sur la primaire du PS. Je pense que les sondages se trompent et je pense très honnêtement qu'il me sous-estime profondément, et je pense que je vais faire un score qui va surprendre le soir du premier tour. Vous avez vu une différence suite au débat télévisé? Ça m'a amusé beaucoup, un peu comparé à Madonna. Oui, il y a quelque chose qui change, en tout cas, quand on passe comme ça, de l'anonymat à la candidature? C'est un peu vertigineux. On se demande est-ce qu'on va conserver, avoir une vie privée. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez pudique. J'ai une femme, j'ai des enfants qui souhaitent rester discrets. Je ne suis pas là à étaler ma vie privée. Moi je suis un Français comme tout le monde, comme les autres. Et pourquoi je fais de la politique? Pas par vanité personnelle. J'avais jamais envisagé de faire ça. Et ce que j'ai fait, si je fais de ça, c'est parce qu'il n'y a pas, dans la sphère politique actuelle, quelqu'un qui, à mon avis, ait la compétence, l'expérience pour expliquer vraiment aux Français ce qui se passe. Et ceci sans avoir peur, sans se faire intimider par les pressions des uns et des autres. D'ailleurs, reconnaissez quelque chose, c'est que depuis 10 ans que j'ai créé mon mouvement politique, sans aucun soutien, ce mouvement qui maintenant est en croissance verticale, j'ai toujours dit la même chose, toujours fait les mêmes analyses et les mêmes propositions, et je ne change pas. Je voyais juste avant, il y avait M. Retailleau qui représentait M. Fillon. Mais M. Fillon, depuis le début de la campagne, il a changé 50 fois. Il proposait de détruire, si j'ai bien compris, la sécurité sociale. Maintenant, après, il a fait machine arrière. Ensuite, de supprimer 500 000 postes. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, mais en l'espace de 15 jours, ça montre quand même une versatilité extraordinaire. Il proposait de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. En réalité, et là, je mets en garde vraiment les Français. C'est très sérieux ce qui va se passer. Est-ce que vraiment ils pensent que s'ils réalisent des gens qui proposent en fait de faire la même politique que celle qu'on a depuis 10 ou 15 ans, ça va vraiment changer les choses? La réponse est non. Il faut une véritable rupture. Et je la propose de façon juridique et sereine, en parfaite harmonie avec nos partenaires. Un tout petit mot encore du scrutin. J'ai lu dans votre programme que vous souhaitiez interdire les machines à voter électroniques. Pourquoi? Ah oui, ça je souhaite, mais parce que c'est très important que les électeurs... C'est pas fiable? Écoutez, vous savez, en matière électronique, tout peut arriver. J'en profite d'ailleurs pour dire que, sauf erreur de ma part, la centralisation des votes maintenant est effectuée au Texas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un bulletin dans l'urne pour que les gens puissent constater qu'il y a effectivement eu que le vote n'a pas été truqué. Il y a un très grand doute dans la population française sur l'ensemble de la politique française. Il faut réintroduire de l'honnêteté, de la crédibilité, une urne transparente, et puis après les gens dépouillent, c'est important. Et en plus de ça,
il y a un geste citoyen qui consiste à aller déposer son bulletin dans son urne, c'est très important. Bon, on revient sur votre mesure phare, là, le retour au franc, donc la sortie de l'euro. On va essayer, si vous voulez bien, de faire un peu de pédagogie ensemble. Concrètement, d'abord, on fait comment ? Concrètement, on fait comment ? C'est-à-dire, hop, on dit, ça y est, on repasse au franc. Non, ça se passe en combien de temps ? Comment on fait ? Alors, il faut savoir qu'il est beaucoup plus facile, historiquement c'est prouvé, de sortir d'une monnaie que d'entrer dans une monnaie plurinationale. Il a fallu 10 ans pour entrer dans l'euro. Là, c'est beaucoup plus rapide. Si on change, si on recrée le franc, il faudra rétablir un contrôle des mouvements de capitaux. Ça, c'est important, mais nos partenaires seront d'accord. Et puis, en termes très techniques, sur les billets, ça s'est déjà produit de nombreuses fois, alors, par exemple lors de l'éclatement de l'Empire austro-hongrois, etc. Les billets, dans un tout premier temps, on pourra donner pendant 3-4 jours un coup de tampon sur les billets. C'est pas un peu artisanal, ça, quand même ? Oui, mais ça, c'est le temps de refabriquer les billets. Bon, normalement, ça serait plus prudent d'avoir fait des nouveaux billets. Mais ça, c'est ce qui s'est fait partout. Ça s'est fait en Tchécoslovaquie, ça s'est fait un peu partout. On donne un coup de tampon sur les billets pour montrer que ce sont désormais des francs. Et puis, le temps de fabriquer des nouveaux billets, vous savez que la France est l'un des principaux pays fabricants de billets. Il faut combien, ce billet ? Mais les billets ne sont qu'une chose, ne sont qu'une petite partie de la question. Il y a d'autres parties beaucoup plus importantes. C'est la grande masse de la monnaie fiduciaire et de la monnaie de la monnaie électronique. C'est là où il faudra avoir les choses. Alors là, comment dirais-je, le taux de change, ça sera 1 franc égale 1 euro. Ça sera le taux de change officiel. On ne va pas revenir au franc ancien, ça sera un nouveau franc, comme il y avait eu le nouveau franc en 1960, qui aura une valeur supérieure à l'ancien franc. On aura un franc égal à 1 euro. Il y a beaucoup d'économistes qui redoutent une dépréciation de la monnaie en cas de retour. Oui, ça a été envisagé. Moi, je dis les choses aux Français telles qu'elles sont. 30% Non, ça c'est 30%. Si c'était 30%, on aurait un afflux énorme de demandes d'exportation. Les exportations françaises monteraient en flèche et il y aurait une forte demande de francs, donc le franc remonterait. Non, ce qu'ont dit le FMI, Natixis, ING, etc., c'est une dépréciation de l'ordre de 10%. Mais vous savez que l'euro, entre 2014 et 2017, il a perdu 25% de sa valeur par rapport au dollar. On n'en a pas fait toute une affaire. Donc là, il s'agit d'une dépréciation de l'ordre de 6 à 10%, mais qui va avoir des avantages colossaux. On va redynamiser d'un seul coup nos exportations, joint avec un contrôle des mouvements de capitaux d'une part et avec un Deutschmark ou un euro rémanent, parce que l'euro qui restera ne sera plus le même qu'avant, qui montera par rapport au franc. Sauf que les exportations coûteront plus cher. On est bien obligé d'exporter du pétrole, par exemple. Non, d'importer. Oui, les importations coûteront plus cher, mais les exportations vont connaître un fort envol. Je prends l'engagement ici de faire baisser le nombre de chômeurs de catégorie A de 1,5 million en 2 à 2 ans et demi. Ça, c'est automatique avec ce retour au franc ? Écoutez, il y a une étude qui avait été faite par la Fondation Respublica en 2013 qui le montrait. Parce que les autres, ils proposent quoi, en fait ? Vous savez, moi, je pourrais faire comme tout le monde, dire « Eh bien voilà, je vais vous proposer un contrat emploi 21e siècle, jeune, etc. » Plus personne n'y croit. Ce sont des cautères sur des jambes de bois. Il s'agit d'un problème macroéconomique qu'on ne trouve pas seulement en France, qu'on trouve encore pire en Grèce, en Italie, en Espagne. La monnaie actuelle est surévaluée par rapport à la compétitivité de l'économie française. Il faut donc en sortir. D'ailleurs, l'euro, par ailleurs, est en train d'exploser. Et si nous restons dans l'euro, on risque, au bout du compte, d'avoir des dizaines de milliards d'euros de pertes pour la société française. Vous dites 1 ou 2 millions d'emplois, des importations qui seront dopées, ça fait rêver. Des exportations. Des exportations, pardonnez-moi, décidément, j'ai du mal, qui seront dopées. Décidément, ça a l'air parfait quand on vous entend, et pourtant il y a 72% des Français qui ne veulent pas d'un retour au franc. Comment vous les rassurez ? Mais alors d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait 72% des Français qui ne veulent pas. Ça, ce sont des sondages. Vous savez, c'est comme les sondages. Les sondages qui me donnent 0,0. Mais bientôt, il va y avoir des sondages qui vont me donner -3. Moi, je vois que mes meetings sont pleins et qu'il y a une très grande ferveur chez nos adhérents qui sont de plus en plus nombreux. On fait 250 adhérents de plus chaque jour. Alors, pour rassurer les Français, il faudrait déjà que je puisse leur parler. En fait, ce qu'il aurait fallu, et je le regrette dans cette campagne, s'il aurait fallu un débat approfondi sur spécialement la question de l'euro, parce que les autres candidats ne savent pas de quoi ils parlent. On n'a pas assez parlé de fonds dans cette campagne. Mais oui, les gens ils parlent de monnaie unique, l'euro n'est pas une monnaie unique, par exemple. Et je sais de quoi je parle, j'ai été délégué à l'intelligence économique, et parmi les adhérents du PR, parmi mes collègues et mes collaborateurs, il y a Vincent Brousseau, qui est normalien, docteur en mathématiques, docteur en économie, qui a passé 15 ans à la BCE, 6 ans au service de la politique monétaire, qui est l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro. L'euro n'est pas une monnaie unique, l'euro c'est une collection de monnaies nationales qui portent le même nom et qui s'échangent au taux de 1 pour 1. Ça paraît un détail, ça n'en est pas un. Ce sont des créances sur les banques centrales nationales respectives, c'est ça. Je n'ai pas le temps ici d'élaborer, mais je renvoie les téléspectateurs intéressés à mes conférences et à celles de Vincent Brousseau sur notre site upr.fr. Ils vont découvrir ce qui se cache vraiment
derrière l'euro. Et la problématique qui se pose, c'est que cet euro va exploser de toute façon. Moi, je vois loin. Moi, vous savez, je suis un père de famille. Je suis un Français au milieu des Français. Je ne suis pas quelqu'un de fantasque. Si je dis qu'il faut sortir de l'euro, c'est que j'ai des raisons extrêmement sérieuses de le dire. Et beaucoup de prix Nobel d'économie le disent avec moi. Autre point de votre programme, ça concerne la réforme des institutions au sens large. Alors vous proposez de réduire les députés, le nombre de députés, de passer de 577 à 500, réduire le nombre de sénateurs aussi. Alors là, c'est drastique, de 348 à 101. Pourquoi on ne supprime pas carrément le Sénat, par exemple? Parce que ça pourrait être quelque chose d'envisageable, mais je pense qu'il vaut quand même mieux garder un système bicaméral, comme on dit, parce que le Sénat, c'est la pondération, notamment, c'est une surévaluation du poids des zones rurales. Mais pourquoi je veux diminuer de 348 à 101 sénateurs? Parce que ça coûte très cher, et parce qu'aux États-Unis, ils ont 100 sénateurs pour 315 millions d'habitants. En Allemagne, ils ont 69 sénateurs pour 82 millions d'habitants. Nous, on en a 348 pour 65 millions d'habitants. Vous savez, ça coûte très cher, le Sénat. Et je veux également réduire notamment les régions. Je veux les réduire au rang d'établissements publics administratifs, comme c'était du temps de Georges Pompidou. Ça permet de supprimer 1757 postes de conseillers régionaux. Je propose également de diviser par 2 le nombre de conseillers départementaux, puisque M. Hollande a fait une réforme, et on achète chose absurde, c'est que les électeurs votent pour un couple. C'est absurde. Normalement, pour un poste, il faut un homme ou une femme. On peut éventuellement imposer le principe de parité, ça n'a rien à voir. Mais un couple sur un même poste, ça ne va pas. Au total, la réduction du millefeuille administratif que je propose, c'est 4,4 milliards d'euros d'économies par an. De la même façon que sortir de l'Union européenne, c'est faire des économies considérables. La France n'a plus les moyens de se payer la princesse européenne, si j'ose dire. Un mot du plan Vigipirate. J'ai vu que vous le souhaitiez le limiter à 2 mois, avec un renouvellement autorisé donc, par le Parlement et un référendum qui serait obligatoire au bout de 3 renouvellements. Je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Il aurait dû être levé, d'après vous, ce plan Vigipirate? Écoutez, en ce moment, on n'est plus dans le plan Vigipirate, on est dans quelque chose de bien pire, qui est l'état d'urgence permanent. Moi, je dis que ça ne sert à rien, cet état d'urgence. Écoutez, cet état d'urgence, vous avez vu l'effet qu'il a eu le 14 juillet dernier, hélas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas appliqué. En tout cas, certaines de ses modalités ne sont pas appliquées, parce que normalement, l'état d'urgence, on devrait interdire les rassemblements sur la voie publique de plus de 5 ou 10 personnes. À Nice, il y avait plus de 100 000 personnes sur la promenade des Anglais, et puis on fait des... Moi, je dis que cette affaire-là sape progressivement les libertés publiques en France pour rien. Je ne suis pas laxiste. Moi, je veux, par exemple, lutter contre le terrorisme. D'abord, en reconstituant les renseignements généraux qui ont été largement détruits par Nicolas Sarkozy, en menant une guerre impitoyable au trafic d'armes dans un certain nombre de quartiers difficiles. Ça, je le veux, mais je veux aussi qu'on s'attaque aux racines de ces questions. Je ne veux pas que la France continue à participer à des guerres illégales au Moyen-Orient, illégales au regard du droit international. Moi, je voudrais aussi que la France renoue avec sa politique gaullienne de diplomatie, c'est-à-dire parlant et discutant avec tous les pays du monde et favorisant aussi les échanges nord-sud. Si on veut lutter sérieusement contre les flux migratoires, contre le terrorisme, il faut rendre aux Français de l'emploi en France et aussi permettre aux pays du Sud de développer leur économie. Encore un mot, et c'est lié, vous souhaitez la sortie de l'OTAN, la sortie de la France de l'OTAN. Donald Trump, lui, était assez favorable à cette idée-là, en tout cas pointait du doigt régulièrement l'organisation. Il a visiblement changé d'avis. Hier, il a dit que c'était un rempart pour la paix internationale. C'est quoi, l'épreuve du pouvoir qui fait changer d'avis? Vous aussi, vous changeriez d'avis au pouvoir? Franchement, je ne le pense pas, parce que moi, je suis clair et net, et je dis toujours la même chose. Je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Donald Trump est en train de devenir le Tsipras américain, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait élire sur un programme et puis qui après, c'est un personnage qui a l'air un petit peu fantasque et effectivement qui est en train de décevoir. Il a eu tort de frapper la Syrie? C'est pas qu'il a eu tort, c'est qu'il n'avait pas le droit. Il y a un droit international qui existe dans le monde. Un État n'a pas le droit de faire justice lui-même, de s'ériger comme étant le gendarme du monde. Et moi, je vois loin, parce qu'il y a des gens qui disent « vous êtes anti-américain ». Non, je suis pour le droit. Parce qu'imaginons qu'on reconnaisse aux États-Unis le droit de violer le droit international et d'intervenir. Ça, c'est la loi du plus fort. Mais dans 50 ans ou dans 100 ans, qui est-ce qui ne nous dit pas que ça sera peut-être la Russie ou la Chine qui seront le pays le plus puissant du monde? Et qu'est-ce qu'on dira si, par exemple, la Chine se permettait d'aller bombarder des pays qui ne lui plaisent pas? Il faut un droit international qui s'applique à tout le monde. Et moi, je ne serai pas le Tsipras français. Pour voir qui seront les Tsipras français, c'est facile. Il suffit de regarder ceux qui enfument les Français avec des projets de renégociation. C'est-à-dire d'un mot? C'est-à-dire M. Mélenchon, Mme Le Pen. Ce seront les Tsipras français si les Français commettent la sottise de les élire.